Voilà, en fait, alors je vais faire de la veille de produits tendance Ouais. sur des outils qui permettent de sourcer toutes les ads. Et après, en fait, je vais commander ce produit pour voir si du coup il marche bien, si la qualité du produit, si on pense qu'il pourra bien se vendre. On va refaire une vidéo du produit pour pas avoir les mêmes contenus que les sites qui existent. Ok. Remarketer un Ton site. contenu, il est original, il est unique. Oui. Ok. Et pour ça, tu utilises un prestataire. Oui, voilà, on utilise des prestataires qui vont nous faire des vidéos uniques, ce qui permet vraiment de nous différencier de la concurrence qui utilise souvent les mêmes vidéos et qui Ok. se copient les uns les autres. Mais donc les produits que je trouve chez toi, potentiellement, je pourrais les trouver ailleurs. Bonjour, je suis Laurent Crête et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. La valeur n'attend pas le nombre des années et c'est le cas de mon invité aujourd'hui. Vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas ces sociétés, il s'agit d'Adrien Zerbib. Salut Adrien, tu vas bien ? Salut Laurent, très bien et toi ? Très très bien. Je vous avais parlé d'Adrien dans l'épisode que j'ai enregistré avec Nicolas Serres de T-Shirt Corner en vous parlant de ce mec qui avait lancé le t-shirt J'ai braqué Colette quelques heures à peine après le braquage. Eh bien c'est lui et je me suis dit que ce serait intéressant de vous raconter, qu'il vous raconte plutôt son parcours depuis et surtout ses expériences et ses apprentissages. Moi j'ai rencontré Adrien quand il est arrivé en alternance chez nous, chez Cosa Vostra, il y a 1 an et demi je crois, Oui, à peu près. Ça se passait très bien jusqu'au moment, donc il était dans l'équipe grosse et marketing, et donc ça se passait très bien jusqu'au moment où il nous a demandé de bien vouloir casser le contrat qui nous liait. Pourquoi ? Parce que tout seul, avec quelques side business qui tournaient à ce moment-là au ralenti, il générait déjà près de 5 000 € par mois de chiffre d'affaires, et il pensait pouvoir accélérer s'il y passait un peu plus de temps. Et c'est le cas. Aujourd'hui, 18 mois plus tard, son chiffre d'affaires a explosé. Je lui ai demandé le chiffre, mais il ne le donnera pas. On donnera en tout cas des exemples. Son chiffre d'affaires a explosé. Il fait tourner 5 ou 6 business en parallèle, dont une agence d'accompagnement digital en design et acquisition. Il travaille avec une quinzaine de partenaires, mais aucun employé. Et sa vision de l'entreprise est très particulière. C'est celle d'un digital nomade qui n'est pas si nomade que ça, finalement. En tout cas, à date. J'aimerais que dans 30 minutes, le dropshipping n'ait plus aucun secret pour vous. Avec Adrien, on va parler de son évolution, de l'évolution de la pratique, des techniques d'acquisition et de croissance qu'Adrien a pu mettre en place et de ses apprentissages, des freins et écueils qu'il a rencontrés, de ses sources d'informations, publiques ou pas. Et on abordera aussi, pour finir, sa vision de l'entreprise. Adrien, tu as aujourd'hui 26 ans, mais tu me disais que tu avais créé ta première boîte à 16 ans. Effectivement, alors j'ai créé ma première boîte à 16 ans. Enfin, c'était avec mon meilleur ami qui est aujourd'hui ingénieur. En fait, on achetait des téléphones qui étaient défectueux et on les revendait à des particuliers sur le bon coin tout simplement. Ou aussi c'était de la personnalisation. Et à 16 ans, on générait à peu près 500 € par mois. Et c'est à ce moment-là que nos parents ont décidé d'arrêter de nous donner de l'argent de poche. Et ça nous a un peu pas forcé à entreprendre. Tu les achetais à qui ? On les achetait sur le bon coin ou à des particuliers. Donc des téléphones cassés ? Exactement. Ou un défectueux ou avec un écran cassé, voilà, enfin, quelques pièces cassées, on les achetait après sur des revendeurs qui soient chinois ou français et on avait appris à les réparer via des vidéos YouTube ou autres et okay. En mode do it yourself quoi. Exactement. Et vous génériez 500 € de marge ou de chiffre d'affaires ? 500 € de marge chacun par mois à peu près. Okay. À 16 ans, ce qui représentait beaucoup clairement. Ce qui est plutôt cool à 16 ans clairement. Très très cool. Et vous avez fait ça combien de temps ? On a fait ça pendant 1 ou 2 ans. Ok. Et à ce moment-là, c'est sûr que c'était très cool. On vivait chez nos parents et concrètement, c'était à ce moment-là qu'on
qu'on a eu le sens un peu de l'entrepreneuriat, même si tous les deux on était issus de familles d'entrepreneurs. Alors oui, voilà, tout le monde fait passer à 16 ans. Pourquoi est-ce qu'il y a une tu viens de quel contexte familial? Alors en fait, mes parents sont dans le textile, plus particulièrement le sentier. Ok. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont rencontrés parce que ma mère était styliste et mon père fabricant. Et en fait, ils se sont rencontrés voilà, dans un cadre professionnel. Tous les deux étaient dans le Tous les sentier, deux. donc styliste et fabricant dans le sentier. Ouais. Ok. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. C'est sûr que ça m'a donné pas mal d'idées, mais ça m'a aussi... j'ai aussi vu les limites de ces modèles qui marchaient il y a des Ils avaient vingtaines d'années. une boutique où ils distribuaient eux-mêmes ou ils faisaient distribuer? Ma mère distribuait elle-même. Ok. Et donc je voyais très bien les limites. C'est-à-dire que t'es clairement limité par ta rue, en fait, si les gens passent ou non, et par la taille de ta boutique. C'est-à-dire que tu peux pas faire rentrer tant de personnes que ça dans ta boutique, alors qu'avec le digital, tu peux faire rentrer autant de monde que tu veux, et tu peux toucher le monde entier. Et ce qui est une des... Ouais, ce qui est l'avantage du digital, quoi. Voilà. Et du coup, il bosse encore? Non, enfin mon père, si, excuse-moi, mon père bosse encore, et ma mère a arrêté il y a quelques années. D'accord. Ils avaient une boutique. Une seule, plusieurs? Quelques boutiques à Paris. Quelques boutiques. Et toi, tu les as aidés un peu à se développer ou pas? Un peu. Après, je suis né un peu trop tard pour les aider sur le digital. Ils ont pas franchi le cap, malheureusement. Et c'est vrai que c'est un des grands désespoirs de ma mère, mais je l'ai aidé comme j'ai pu par la suite. Donc, des parents commerçants, toi-même, tu fais ton premier business à 16 ans. Et c'est un peu plus tard que tu m'as dit que tu avais créé le t-shirt J'ai braqué Colette. Voilà, j'ai créé le t-shirt J'ai braqué Colette avec 4 copains quand j'avais 19 ans. Juste après le braquage, hein. Juste littéralement. après le braquage, ça s'est vraiment fait... ça s'est fait vraiment 3 heures après le braquage. J'ai reçu une alerte Figaro et j'envoie un message à un copain en lui partageant l'alerte. Et en fait, il savait que je pouvais vraiment m'exciter et me chauffer rapidement sur des business. Donc, en rigolant, il me dit t'as qu'à lancer une marque ou un business. Et moi, je l'ai vraiment pris au sérieux. Et on l'a fait tous ensemble. Et c'était une super expérience. On a créé un buzz assez rapidement. On a été repris par le Minute Buzz. Après, Nouvelle Obs, Le Figaro. En pratique, New York Times. alors c'était quand même il y a 6 ans, 7 ans, c'est ça. Mais en pratique, comment tu crées un t-shirt en 3 heures? En fait, il y a des ateliers comme l'atelier Amelot qui sont en plein Paris où on peut faire... qui est d'ailleurs dans les locaux de T-shirt Corner de Nicolas Serra, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il partage, je crois, les... C'était un des associés de l'atelier Amelot qui est maintenant... qui a créé quelque chose avec T-shirt Corner. Ok. Et donc, en fait, je les connaissais déjà et je savais la possibilité de faire des t-shirts à la demande. Et donc, une des personnes avec qui je me suis associé a fait le logo. Je me suis allé à l'atelier de production. J'ai fait l'après-midi. Parce qu'il s'est passé, c'est ça, à quelques heures. Il s'est passé, je crois que c'était le matin et à 14h, je suis allé, j'ai sorti 5 t-shirts. On s'est mis devant la boutique et on a fait des photos. On a fait un site le soir et le lendemain matin, on voyait... Le site, tu l'as fait sur quoi? On l'a fait sur Big Cartel à l'époque. Big Cartel? Ouais, ça n'existe plus. Maintenant, ça a été remplacé par Shopify, qui est beaucoup mieux. Mais à l'époque, c'était pouvoir faire un site en vraiment 30 minutes. On n'avait pas du tout codé. C'était 2013, hein, c'est ça? Dans ces eaux-là, 2013, 2014. 2013. Big Cartel, on fait le site dans la soirée. Et le lendemain matin, on se réveille avec des commandes, Minute Buzz qui est repris, des journaux qui nous appellent. Vraiment, c'était... Comment vous avez parlé de la Minute Buzz aux journaux? Minute Buzz, ils ont repris tout seul l'affaire. Et après, Minute Buzz... Comment ils vous ont trouvé? En fait, j'ai posté sur mon Facebook, on a posté sur notre Facebook une photo en taguant une 50aine d'amis sur chaque photo. Et les réseaux sociaux ont fait le travail et ça a été pas mal partagé. Minute Buzz a remarqué le phénomène. Et voilà, après, c'était vraiment un effet boule de neige jusqu'à New York Times et d'autres journaux. Excellent. Et du coup, le lendemain matin, vous vous réveillez avec des commandes. Et pendant une semaine, à chaque fois qu'on actualisait la page, on avait une nouvelle commande. Mais c'était enfin, qu'est-ce que Colette a dit de ça? Écoute, on n'a pas eu de contact avec eux parce que au final c'était assez win-win parce que il y a eu énormément de trafic sur leur site, beaucoup de presse pour eux aussi. Donc clairement ça a été aussi on va dire un malheureux et heureux. Enfin voilà, c'était pas un problème pour eux parce que au final oui, ça vous n'avez pas fait de mal. Ouais. Et c'était bon enfant en fait. Ok. De la manière dont je le présente, en dehors des photos postées sur Facebook sur lesquelles vous avez tagué pas mal de monde, c'est un coup de bol aussi. Que vous ayez été repris, ça aurait pu être il y a eu d'autres... Il y a eu plein de critères, exactement. Il y a eu plein de critères. Il y a le fait qu'il y a eu une notification Figaro qui a touché beaucoup de gens en France. Je pense que Colette, c'était connu surtout à Paris, quand même. Même c'est si très très parisien. Donc voilà, la notification Figaro, BFM,
a vraiment joué énormément. Et qui, eux, ont trouvé l'information via Minute Buzz. C'est Minute Buzz le premier qui a... Non, en fait, il y a eu le braquage qui a été signé sur le Figaro. Ouais. Et après, nous, on a fait le t-shirt. Minute Buzz a repris l'information. Et après, ça a fait boule de neige. Quoi. Et les gens étaient déjà au courant du braquage grâce aux journaux spécialisés qui en avaient parlé pas mal. Ok. Vous laissez la boutique ouverte combien de temps ? On a laissé 1 semaine et demie la boutique. Ok. Et ensuite, tu fermes la boutique, tout simplement ? Ouais. Et tu produis à quel moment ? On a produit à la fin on a produit au moment où on a eu toutes les ventes. Enfin voilà, en fait, au moment des ventes, on n'avait pas du tout de stock. Évidemment. Et après, on s'est organisé tous ensemble. On a fait tous ensemble on a fait les colis. C'était vraiment une expérience unique. On était chez moi. Et le salon envahi de colis. C'est vrai que maintenant que j'y repense, on n'aurait pas refait la même chose avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, mais franchement c'était toute une organisation. J'avais même ma mère au travail, c'était assez drôle. Et vous faisiez le shipping vous-même ? Oui, exactement. Ok, d'accord. Donc ça c'est à 19 ans. Ensuite, on va pas faire toute ta vie, mais c'est quand même assez intéressant. Ensuite, tu entres en école de commerce. Oui. C'est ça. Et tu essaies de créer une première startup de food tech. Oui, exactement. En fait, je dis tu essayes, tu crées une première startup de food tech. J'ai créé une startup qui s'appelle Lunches. Ouais. C'était une application de livraison de repas groupés pour étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants avaient l'opportunité de commander avant midi leur repas et ils se les faisaient livrer en groupé en fait sur des campus, et ça nous permettait d'avoir des réductions en fait assez importantes auprès des restaurateurs, parce qu'ils avaient à faire 30 à 50 repas qui sont livrés en même temps au campus. Ok. Et comment ça marche ? Comment ça a marché ? En fait, on avait pas mal de traction. On a eu presque un peu plus de 5000 utilisateurs, mais 5000 commandes ? Plus du... 5000 quand tu dis utilisateurs, on c'est a des clients. À de souvenirs, un peu plus de 8000 commandes, 8-9000 commandes. Ok. Et mais par contre, on s'est vite rendu compte que la scalabilité, la food tech, c'est compliqué. La food tech et la rentabilité par rapport à toute l'acquisition qu'on devait faire pour se faire de la pub, la logistique qu'on devait gérer, c'était très compliqué. On n'avait pas une grande équipe. On était dans l'incubateur de mon école. Et ton école, c'est quoi ? C'était la Web School Factory. La Web School Factory. Ok. Du coup, l'avantage, c'était que tu arrivais chez le restaurateur avec une commande groupée de X plats. Il n'y avait pas beaucoup de choix, j'imagine ? Donc pour eux, c'était simple à réaliser. Tous les jours, on proposait 3-4 plats auprès d'un seul restaurateur par campus. Et donc voilà. Et ils arrivaient à suivre ? Franchement, oui, ils arrivaient vraiment à suivre parce qu'ils avaient les commandes assez tôt. Ouais. Ils avaient 1 heure pour produire. Et il y avait pas mal d'organisation parce qu'on a eu pas mal de problèmes. Le fait que les premières commandes étaient froides. Donc à chaque fois, c'était en problème-solution. Et c'est vraiment cette boîte qui m'a appris à réfléchir en mode test and learn. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 1 an. Lunches, hein. Ça a duré 1 an quand même. Donc 8000 commandes sur 1 an, 5000 clients, c'est ça ? Et d'accord. Et du coup, vous avez dû fermer, vous avez arrêté. Parce que j'étais sur fonds personnels à l'époque et voilà, on voyait que c'était compliqué. Vous n'avez pas trouvé la rentabilité ? Non, on n'a pas trouvé de rentabilité entre la com et tout ce qui était parrainage, code promo. On s'y retrouvait pas trop. Et j'étais en fin d'études et je voulais aller vers de nouveaux horizons. Mais tu peux lancer comme ça une startup dans la food tech sans avoir, je sais pas, d'autorisation, de validation, c'est hyper encadré la bouffe. En fait, on travaillait avec des restaurateurs qui avaient eux leurs certificats et des restaurateurs donc vous étiez l'intermédiaire. Exactement, on était juste un intermédiaire. Okay. On produisait pas du tout de nourriture, c'était vraiment un intermédiaire. On permettait aux étudiants de commander et de se faire livrer via Stuart. Donc t'étais en vélo cargo. Ok, donc t'étais presque pas présent dans la chaîne. La commande arrive sur Lunches, tu la transmets au restaurateur, il produit les X 30, 40, 50 plats, il les donne à Stuart et Stuart les livre sur le campus. Ouais, j'étais pas très présent dans la chaîne, mais au final il y avait pas mal de gestion parce qu'en fait avec tous ces intermédiaires, il y avait plus de problèmes en fait. C'est-à-dire que on accumulait les intermédiaires. C'est vrai qu'au final, il y avait pas mal de problèmes à gérer et c'était vraiment une super expérience parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur la food tech, sur le milieu startup et la façon d'entreprendre tout simplement. Comment vous faisiez connaître ? C'était dans les campus, en fait, on s'associait au BDE qui eux nous faisaient de la pub. En retour, on leur offrait des plats gratuits. Des plats gratuits, on leur faisait des buffets pour leurs événements et on donnait des réductions aux membres des BDE. Des réductions aux membres des BDE, d'accord. Donc, en fait, les membres des BDE avaient clairement leur repas quasiment
pas gratuit, mais pour nous, on prenait pas de marge sur eux en fait. Ouais. Et eux, ils nous faisaient de la pub en partageant sur leurs réseaux sociaux, sur le réseau des BDE. Et c'est comme ça qu'on a marché. On a fait un peu de distribution tract. On a fait un peu de Facebook Ads localisé autour des écoles. C'était en quelle année? C'était en 2015. Ok. Donc tract, Facebook géolocalisé. Ok. La bouffe, en fait, dans la bouffe, moi je réalise que nous on est clients de plusieurs services, mais la dernière commande en date que j'ai passée, moi par exemple, c'était sur Frishti, des plateaux repas pour une réunion client, j'ai dépensé sans compter. Je me pose pas la question. Quand j'étais étudiant, la différence entre 5 et 6 balles pour un sandwich. Donc j'imagine que déjà c'est peut-être une audience. Une audience un peu compliquée. Les marges sont faibles. Ouais, c'est difficile. Ouais. Ok, ton apprentissage? Mon apprentissage, j'essaye maintenant d'avoir des business où il n'y a pas vraiment de logistique, comme on en parlera plus tard. Ok. Pour une cible un peu plus âgée, avec un peu plus de pouvoir d'achat. Ouais. Et que voilà, toute expérience est bonne à prendre. Et, voilà, j'essaye maintenant d'avoir des business un peu moins compliqués dans leur gestion et avec plus de retour sur investissement. Ok. Donc tu fais ça pendant un an pendant ton école. Ensuite, tu pars en stage à New York, c'est ça? Et c'est là que tu découvres un petit peu le dropshipping ou pas? Pas exactement. En fait, je suis parti en stage dans un e-commerce qui s'appelle Wellbots, qui est spécialisé dans les objets connectés, dans tout ce qui est vente de drones, robots aspirateurs, smartwatch sur Internet. Wellbots. Comment tu l'écris? W-E-2-L B-O-T-S? Exact. W-E-2-L B-O-T-S. Donc qui est aussi un intermédiaire, donc clairement qui fait une sorte de dropshipping parce que c'est des revendeurs en fait de marques comme DJI, Nito et plein d'autres marques qui sont des grosses marques de produits connectés. Ok. Et qui vont prendre une commission. Voilà. C'est donc son métier, c'est de trouver ces revendeurs. Voilà, c'est de faire des contrats avec des revendeurs. Ouais. D'avoir l'autorisation de revendre sur leur site. Ok. Et après de faire de l'acquisition sur Google, sur Facebook pour revendre ses produits. Ok. Et toi, tu l'as aidé à... Moi, j'étais chef de projet digital et du coup, je m'occupais de tout ce qui était acquisition, Facebook, Google, et aussi je m'occupais de trouver de nouvelles marques, de nouveaux produits et un peu de faire du gros hacking pour essayer de dépenser moins pour toucher plus de monde. Donc, tu trouvais les produits, tu faisais de l'acquisition, tu gérais les ventes. Lui, il faisait quoi? On était une équipe de 10 personnes. Ok. En fait, ils avaient internalisé pas mal de choses, tout ce qui était service client, tout ce qui était data analyse, enfin il y avait pas mal de tout ce qui était gestion, management et donc moi je m'occupais de ce pôle-là et on était 10. Donc non, c'est franchement et je travaille toujours pour eux d'ailleurs. OK. En tant que prestataire aujourd'hui sur Commit. Oui. OK. Du coup, t'étais spécialisé, pardon. Eux ne vendaient que sur le marché américain? Oui. T'as passé combien de temps là-bas? J'ai passé 3 mois. OK. Et du coup, t'as vu des grosses différences avec ce que tu voyais sur le marché français? Clairement, j'étais super étonné parce qu'en partant à New York et en voyant leur site, et connaissant le marché français, je me demandais qui achetait des drones et des objets connectés à 3-4 000 $. Sachant que à l'époque, la confiance du digital chez les Français n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Et que le business en boutique était encore super important. Donc je me demandais vraiment comment c'était et j'ai vu que clairement les gens là-bas avaient pas du tout peur de mettre ces sommes-là sur Internet. Ouais, il n'y a pas de friction à l'achat sur des gros montants en carte bleue, c'est ça? Non, pas du tout. Ok. Ce que tu voyais ici ou ce que tu... Ok. Et en termes d'acquisition, est-ce que tu as vu d'autres... J'ai vu que les fêtes étaient vraiment des événements nationaux étaient super importants et qu'il y avait des gros pics de vente à ces moments-là et que le Black Friday pouvait représenter la moitié du chiffre d'affaires annuel, ce qui était vraiment impressionnant, et que pendant l'été c'était vraiment très très bas. Donc vraiment des différences selon les mois, qui est maintenant comparable à l'e-commerce français, mais c'est marrant parce que le Black Friday et je suis sûr que dans 2 ans on aura Thanksgiving, mais Black Friday et Halloween en France c'est devenu des vraies fêtes commerciales. En quelques années, on en parlait justement avec Nicolas de T-Shirt Corner. Lui, je crois qu'il fait, je veux pas dire de bêtises, vous irez écouter l'épisode avec lui, mais je crois que c'est 40% du chiffre de son année en l'espace de 2 mois, un truc comme ça. Ouais, c'est pendant le Q4, c'est vraiment énorme ce qui se passe entre Noël et entre Noël et Black Friday.
C'est vraiment un événement super important pour les e-commerçants qui représente parfois jusqu'à la moitié du chiffre d'affaires. Et du coup, donc tu bosses avec eux depuis un bout de temps, maintenant en Presta ici. C'est à chaque fois des opérations spéciales? Moi, je m'occupe essentiellement de l'acquisition sur Facebook Ads. Ouais. Ils travaillent avec une autre agence pour tout ce qui est Google Ads. Et Mais j'imagine que Thanksgiving ou Black Friday aux États-Unis, sur Facebook Ads, sur des objets tech et connectés, t'as des prix qui font x10, non? C'est-à-dire x10 en acquise, c'est clair qu'on a beaucoup plus de trafic et de conversion. Je parle d'achat média. Ouais. C'est clair que les CPM vont doubler à cette période, mais aussi il y aura beaucoup plus de trafic et des taux de conversion beaucoup plus hauts. On remarque aussi, clairement pour cet exemple, la marge est quand même assez importante, ce qui permet pas mal de choses, pas mal de réductions, même si la marge au final sur des revendeurs est assez faible. Donc malgré l'augmentation du coût média, ça vaut le coup parce que de toute façon tu vas générer du trafic. Et après ça se base sur du retargeting et sur de la donnée aussi. Ok, et tu l'associes à des discounts? Oui. C'est pas seulement de la visibilité? Ouais, clairement, si on fait Black Friday sans discount ou sans le mentionner, on va vraiment payer beaucoup plus cher sa publicité sans avoir de retour. Ok, très bien. Et toi, tu t'occupes que de Facebook Ads, c'est ça? Essentiellement. Ok, chez eux, tu peux donner une Facebook Ads, ça représente quoi comme proportion par rapport au reste? Je pourrais pas donner de chiffres. Tu pourrais pas donner de chiffres, mais je comprends, c'est normal. Ok, donc ça c'est pour Wellboats. Et puis du coup après on se rencontre chez Cosa Vostra. Je l'ai dit tout à l'heure en intro, et tu nous quittes pour te consacrer sur tes business. Voilà, exact. Est-ce que c'est du dropshipping, ce que tu fais? J'ai commencé par le dropshipping, effectivement, quand j'ai quitté Cosa Vostra. Alors, est-ce que tu peux définir le dropshipping tel qu'on en parlait il y a quelques années et peut-être son évolution aujourd'hui? D'accord. Alors, au départ, déjà, le dropshipping, c'est juste une méthode de vente que beaucoup de gens utilisent et qu'on a caractérisé par des acteurs, par des petits acteurs, mais à la base, c'est juste une méthode de vente et c'est le fait de déléguer la logistique par des prestataires spécialisés. C'est le fait de déléguer la logistique par des prestataires spécialisés. Juste la logistique. Qui sont pas dans tes bureaux. Ok. Mais juste la logistique? Ou du coup, ça veut dire que tu peux produire, mais si tu héberges, si tu fais gérer la logistique par des prestataires, t'appellerais ça du dropshipping? Non, vraiment, ça serait de déléguer toute la logistique par quelqu'un, par un tiers parti. Depuis l'achat, le sourcing. D'accord, très bien. Et après, tu peux effectivement expédier les produits et les faire envoyer par une entreprise, mais c'est pas vraiment du dropshipping. Vraiment, ce qu'on appelle le dropshipping, c'est d'avoir vraiment un acteur qui expédie pour toi tous tes colis, qui gère toute la chaîne et s'occuper vraiment que du marketing. Et donc ton métier, c'est de créer une communauté, créer un site, créer de la visibilité, faire de l'acquisition pour transmettre des commandes à... Voilà, exactement. C'est essentiellement du marketing, créer un site qui va vendre une offre marketing, un produit bien marketé, avec des belles photos et des avis clients. Ouais, on va avancer, ok. Et du coup, toi, t'as combien de business qui tournent en parallèle? Alors moi, pour l'instant, j'ai à peu près... en ce moment, j'ai 7 sites qui tournent. Ok. Avec des produits différents. En fait, voilà, mon travail, ça va être de faire de la... Quel type de produit? En fait, ça va être des produits qui sont pas très chers, entre 20 et 70 euros. Ok. Qui sont pas un réel besoin pour... Voilà, c'est des produits qui varient entre 20 à 70 euros. Et qui sont uniques? Genre, est-ce que tu as été le seul à les sourcer? Je sais non. pas. Alors, en fait, mon travail, ça va être de faire de la veille de produits tendance dans tout le marché grâce à des outils qui permettent de sourcer toutes les ads qui tournent et de voir ce qui marche en ce moment. Attends, on y reviendra tout à l'heure, mais je me le note. Des outils qui permettent de sourcer toutes les ads, toutes les pubs qui tournent. Ouais. Ok. Donc pas forcément des produits uniques sur lesquels t'as une exclue. Voilà, clairement, j'ai pas vraiment d'exclus sur la plupart des produits. Je vais les sourcer sur différents fournisseurs et en France, à l'étranger, en Chine. France. Il y a un peu de tout. Il y a des fournisseurs qui sont uniquement français, il y a des fournisseurs qui sont chinois ou même aux États-Unis. Ok. Et en fait, c'est les fournisseurs qui vont aussi t'expédier ta commande au client. En fait, on va ajouter un plugin sur le site et ils ont toutes les données pour envoyer les commandes directement au client. Ok, mais c'est des fournisseurs qui proposent une panoplie de produits?
Pour la plupart, en fait, on a des fournisseurs qui peuvent proposer des produits tels que, par exemple, juste du textile, ou aussi parfois on travaille avec des fournisseurs comme Alibaba ou AliExpress. Et Et du coup, tu sélectionnes ou tu cherches tu sources des produits, tu les testes? voilà. En fait, alors je vais faire de la veille de produits tendance sur des outils qui permettent de sourcer toutes les ads. Et après, en fait, je vais commander ce produit pour voir si du coup il marche bien, si la qualité du produit, si on pense qu'il pourra bien se vendre. On va refaire une vidéo du produit pour pas avoir les mêmes contenus que les sites qui existent. Ok. Remarketer un site. Ton contenu, il est original, il est unique. Oui. Ok. Et pour ça, tu utilises un prestataire? Oui, voilà, on utilise des prestataires qui vont nous faire des vidéos uniques, ce qui permet vraiment de nous différencier de la concurrence qui utilise souvent les mêmes vidéos et qui se copient les uns les autres. Mais donc les produits que je trouve chez toi, potentiellement, je pourrais les trouver ailleurs. Exactement. D'accord. Les utilisateurs s'en rendent compte? Les clients? Écoute, ils peuvent s'en rendre compte, mais après, c'est pas un problème. Ils cherchent vraiment la meilleure offre, mais ils savent que s'ils voient un produit sur Facebook et qu'ils vont cliquer sur le lien, ça se trouve que dans 2 semaines, ils vont revoir le même produit ailleurs, et c'est là qu'ils vont acheter parce que le prix sera inférieur et que l'offre sera meilleure. Ok, donc tu trouves des produits, t'en testes, tu cherches, t'as des fournisseurs qui peuvent parfois t'en fournir plusieurs, mais sinon, voilà, tu trouves le bon fournisseur, tu testes les produits, s'ils te conviennent et que tu penses que tu peux les vendre, tu fais packshot et vidéo et description, un peu de contenu. Voilà, exactement. Tu mets un site en place. Et c'est souvent des one product. En fait, c'est des sites avec un seul produit. Oui, ok. Et c'est des landing pages qui expliquent vraiment le produit. Et ça va pas être des sites avec ce qu'on appelle les sites généralistes, avec différents produits qui n'ont pas. C'est pas une boutique, quoi. Voilà, c'est pas une boutique multiproduit, c'est un produit, un site, un produit. Oui. Ok. Tu utilises quel techno? On utilise Shopify. Pour tous tes sites? Donc oui. Les 5-6 voilà, nous on veut tester rapidement, c'est ça aussi, c'est comme je t'ai dit, du test and learn. Donc le but c'est de créer un site avec quand on a déjà le contenu en quelques jours et de pouvoir le tester sur les réseaux dans la semaine qui suit et pouvoir dire est-ce que c'est un produit gagnant, ce qu'on appelle un produit winner, ou on passe à un autre produit. Ok, et du coup Shopify, vous avez des thèmes sur mesure que vous avez fait ou tu utilises des thèmes standard? On utilise maintenant des thèmes payants, mais qu'on customise un peu via du code. Ok. Donc, tu as fait tes contenus, tu as fait tes produits, tes packshots, et tes vidéos, tu as mis en place le Shopify. Le stock n'est pas chez toi. Non. Il est chez le fournisseur du produit en question. Une fois qu'une commande est passée, toi, tu lui envoies la commande et c'est lui qui gère tout pour toi. Une fois qu'une commande est passée, elle est envoyée chez le fournisseur qui va expédier la commande et nous donner le numéro de suivi qui sera automatiquement envoyé au client. Et tout ça, c'est via des add-ons Shopify? Voilà, des applications Shopify, ce qui permet de l'automatisation de plein de process. Et donc, ce genre de fournisseur, tu peux donner un exemple ou... Enfin non, t'as dit Alibaba, AliExpress, mais... En fait, souvent, on a commencé en fait, à travailler avec AliExpress pour certains produits et avec la quantité, maintenant, on travaille avec un agent qui est basé en Chine et un agent qui est basé aux États-Unis. Qui va sourcer pour nous les produits et qui va expédier. Quand tu dis nous, c'est Commit. Oui, Commit. Ouais. Qui va sourcer les produits et qui va les envoyer, mais ce qui permet de centraliser tous nos produits pour pas avoir plein de fournisseurs. Donc on a un fournisseur unique qui va sourcer auprès des usines un peu dans le monde entier des produits et qui va les expédier pour nous. Ok, tu dis avec la quantité, tu peux donner une idée, un ordre de grandeur de ce que vous expédiez aujourd'hui? Non, ok, mais... Voilà, on se dit qu'à partir de plus de 200 commandes par produit, on va le passer sur notre agent et pour qu'il se source sur le produit et qu'il puisse l'expédier à nos clients. Ok. Donc, on a un agent qui te source et gère l'expédition des produits. Tu as un site, tu as des packshots, tu as des vidéos, tu as du contenu. Le contenu, vous le faites faire aussi? Oui, on le fait faire. Ok. Alors, on a aussi quelqu'un qui gère tous les réseaux sociaux, qui poste quotidiennement, qui met des stories. Ok. Tu crées, j'imagine, comme c'est des produits qui sont différents et que c'est des univers un peu clos, hermétiques, disons, les uns aux autres, par les produits, tu crées un compte un compte Insta par produit? Ouais, une page Facebook et un compte Instagram par produit qui est alimenté souvent et auquel on ajoute vraiment souvent du contenu parce qu'on voit que c'est très important pour la crédibilité de la marque, qui sont souvent jeunes. En fait, on a des marques qui au bout d'une journée où on arrive à vendre
alors qu'il n'y a pas forcément de contenu, parce qu'on remarque que les gens cliquent direct sur la publicité, ils vont sur le site et ils achètent parce que c'est des produits qui sont pas chers et avec un effet un peu waouh et une bonne offre en fait qui permet de capter l'utilisateur directement. Tu m'as dit quand on préparait cette interview qu'on pouvait prendre un exemple, un cas concret. Ouais. Les box Saint-Valentin, est-ce que tu peux En fait, on travaille beaucoup dans l'éphémère sur des événements spéciaux comme Noël, Saint-Valentin. Et par exemple, pour la Saint-Valentin 2019, on a vendu, en fait, c'était un ours, enfin, c'était une box de fleurs qui était en forme d'ours. La box était en forme d'ours. En fait, c'était des fleurs éternelles, ce qu'on appelle les fleurs éternelles, c'est des fleurs qui périssent pas. Ouais. Et c'était un peu dans une forme, c'était dans une forme d'ours et c'était vraiment super mignon. C'est la box qui avait une forme d'ours. Non, c'était les fleurs en fait. Ah, c'était les fleurs qui avaient une forme d'ours. Ok. Les fleurs qui avaient une forme d'ours et c'était dans une box vraiment bien packagée. Est-ce que le site est encore live? Non, le site est pas live, mais il sera live dans 3 mois quoi. Voilà, dans quelques mois. Ok. Mais si vous cherchez, vous pourrez voir qu'il y a pas mal d'autres concurrents qui vendent le même produit. Ok. Et vraiment, on a vraiment cartonné ce produit. Vous avez fait combien de ventes? On a fait presque 150 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois et demi. Ok. En suivant le process qu'on a décrit plus haut. Ouais. D'accord. Comment tu avais trouvé cette box? En fait, j'avais trouvé un concurrent aux États-Unis sur cet outil AdSpy dont on pourra parler. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup d'engagement dans ces publications, beaucoup d'intention d'achat en fait dans les commentaires qu'on voyait. Et aussi les vues les commentaires sur le site. En fait, du coup, dans cet outil, on peut voir les posts qu'ils partagent en publicité. Ouais. Et on pouvait voir qu'il y avait énormément de vues et énormément de commentaires. Et en fait, clairement, les gens qui dépensent autant de publicité, c'est pas pour se faire plaisir, c'est vraiment qu'au final, ils ont un retour sur investissement et qu'ils vendent le produit. Et quand on voit ça, on se dit qu'on peut le vendre aussi et qu'on va le marketer encore mieux pour le vendre. Ok, donc tu trouves avec AdSpy, mais on y reviendra tout à l'heure, ce produit, il y a de l'engagement. Pour ce produit que tu as trouvé, t'en as sourcé ou regardé combien d'autres? On en a acheté 6 différents, de 6 fournisseurs différents, et on a pris celui qui était le mieux visuellement, avec la meilleure boîte, le plus... Mais ça, c'est quand tu savais déjà que tu voulais faire une fleur éternelle. Oui. D'accord, mais avant ça, tu t'es dit on va faire quelque chose pour la Saint-Valentin. Mm-hmm. Oui, on savait déjà que c'était un événement évidemment important. Ça, tout le monde le sait, mais du coup, tu as sourcé combien de produits avant de trouver les fleurs éternelles et de tester les fleurs éternelles? On a sourcé 3 différents produits. On avait aussi ce qui était c'était un bijou personnalisé. On pouvait faire graver le nom de sa copine ou le nom d'un couple, la date à laquelle ils se sont rencontrés, des choses comme ça. Il y avait aussi d'autres box de fleurs auxquelles on avait pensé. Et ça, tu l'as sourcé l'année 1 pour faire une opération l'année N+1 ou t'as tout fait en même temps? Enfin, on a tout fait en même temps en fait. Il faut être hyper rapide. Ouais. Du coup, clairement, fallait le faire en avance. Donc on s'est penché sur le sujet vraiment en janvier en fait. Entre janvier et le 14 février, bah non, parce que les gens font des achats avant. Ouais. Donc en janvier, en fait, t'as trouvé le produit, t'as cherché. On avait déjà quelques idées avant, mais on a reçu les produits à ce moment-là et on a lancé dans la semaine. Tu dis vous avez reçu les produits. Ah oui, les produits pour les produits qu'on avait trouvés. Ouais. Okay. Parce que en fait, c'est clairement notre travail, ça va être comme je t'ai dit, faire de la veille et du coup, quasiment toutes les semaines, on commande des produits pour les tester. Et parfois, on se rend compte qu'un produit mérite vraiment la peine d'être testé. Donc, testé en ligne. Du coup. Sur des coups de tête, D'accord. Tu seras pas un bon invité pour un podcast sur le minimalisme. Ok, donc vous recevez pour rester sur ce use case, donc 150 000 €. Vous commencez en janvier, vous aviez déjà une idée, vous testez les produits, vous mettez en place le site. Le fournisseur est un fournisseur connu ou c'est la première fois que vous travaillez avec lui? Non, c'était la première fois qu'on travaille avec lui. Et lui, il a un add-on Shopify? Vous devez monter une petite. C'est un add-on Shopify qui s'appelle Dan Xiaomi, je crois, si je me rappelle bien. Faudrait que je te reconfirme, mais c'est une application. On le mettra dans le descriptif. On le remettra. C'est vraiment une application qui permet de faire des ERP de données et qui permettent pour lui de pouvoir imprimer les bons de livraison, de pouvoir remettre le numéro de suivi et tout ça. Donc cette application fait un pont entre ton Shopify, j'allais dire Spotify, ton Shopify et son ERP à lui. Ouais. Ok, donc tes commandes arrivent sur ton site et lui sont transmises directement et lui gère l'expédition. Mm-hmm. Il est aux US? Celui-là est en Chine. Il est en Chine? Mm. Ok, et en fait, la Saint-Valentin, c'est le 14 février.
Ouais. Comment tu t'assures de la qualité d'un on s'est arrêté à prendre des commandes 2 semaines et demie avant. Et en fait, on avait un fournisseur, enfin notre agent en fait, arrive à expédier entre 7 et 10 jours depuis la Chine, ce qui est vraiment pas fréquent parce qu'en commande sur AliExpress, ça prend un peu plus de 3 semaines, ce qui est très long. Ouais, c'est énorme. Mais attends, mais c'était super risqué. Ça aurait pu être très déceptif. Je me suis un peu trompé dans les deadlines. Du coup, on a sourcé le produit vraiment vers décembre. Oui, d'accord, ok. Et on l'a lancé vraiment fin décembre, tu vois. D'accord, donc un mois plus tôt. Mais quand même, il y a un gros risque, c'est que quand tu arrêtes les ventes donc à fin janvier, tu me dis 2 semaines et demie avant la Saint-Valentin, elles ont intérêt à arriver à l'heure. Hein. Ouais, et en fait, au final, on a continué à avoir des commandes bien un mois et demi après la Saint-Valentin. Parce que, mais alors, comment vous faisiez? Vous annonciez au... En fait, après la Saint-Valentin, on a continué les campagnes. Parce que les gens savaient qu'ils le recevraient plus pour la Saint-Valentin. Oui, et c'était noté sur notre site. Des fleurs et des fleurs éternelles en forme de nounou. Et qu'on a continué comme idée cadeau jusqu'à ce que nos ROI étaient plus... C'est VP, vente privée, qui faisait ça il y a quelques années. Enfin, alors, où surtout pour les ventes de Noël, il y avait une indication, attention, ce produit arrivera pour Noël ou non. Il y avait un engagement... Pour le coup, on a vraiment bien indiqué aux consommateurs quand est-ce qu'ils allaient recevoir leur commande. On a essayé de limiter ça le plus possible parce qu'on voulait pas se retrouver avec des retours dans tous les sens, des remboursements et des déceptions, alors que vraiment c'est un produit qu'on offre. Donc, on a vraiment bien... Plein de questions. D'accord. Justement, les retours, on y reviendra tout à l'heure. Mais donc, vous avez trouvé le produit en décembre, vous avez mis le site en ligne, vous avez pris des commandes pendant 3 semaines, les commandes arrivent chez le fournisseur, enfin, ça a continué ensuite, mais pour la Saint-Valentin pendant 3 semaines, ou un mois en janvier, les commandes arrivent chez le fournisseur expédie. Comment t'arrives à générer 150 000 € de vente, du coup, pendant les 3 semaines, 4 semaines, entre le moment où le site est live et le moment où il y a la Saint-Valentin, ou disons les dernières commandes qui arriveront pour la Saint-Valentin? Sur toute la durée du site, c'est-à-dire un peu plus de 2 mois et demi, presque 3 mois, on a généré, comme je t'ai dit, 150 000 € de chiffre d'affaires. Et j'imagine la majorité pour la Saint-Valentin? Ouais, au final 50%. Ok, intéressant ça. 50% après, jusqu'à fin mars. Après. Franchement, on a été super étonnés des résultats après, et c'est pour ça qu'on a décidé de continuer. Le jour 1, le site est live. Le jour 1, on fait du testing, on lance à faible budget des campagnes Facebook Ads avec différents contenus, différents copywriting. Que vous faites vous-même. Le contenu a été fait par des freelancers. Oui, pardon, par vous des faites prestataires. vous-même, je voulais dire la gestion des campagnes. Voilà, la gestion des campagnes est internalisée. Et voilà, on va tester, vraiment c'est que du test, on va tester plusieurs contenus, plusieurs copywriting, plusieurs audiences, à faible budget, juste pour avoir des données. Et on va en faire des conclusions. C'est combien, quel budget un test? C'est à peu près 200 € par jour. Sur une audience? Non, en tout. Ou en tout? En tout. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire en fait, on va tester à 5 € par adsets, par cible, enfin par adsets. Ouais. Et pour vraiment avoir le plus de données possible et pouvoir faire le plus de conclusions grâce aux données. Tu donnes combien de temps pour faire ces tests? Je donne 3 jours. Donc, tu dépenses entre 500 et 1000 balles, 600, 700 balles, pour faire des tests de données, des tests d'ads et apprendre sur tes audiences pour trouver celle qui marche le mieux. Donc ça, tu fais ça au début du site. Et ensuite, on fait des conclusions, on voit si on a été rentable ou si on a vraiment perdu de l'argent. On va, en fait, Tu le payes quand, ton fournisseur? Je le paye à chaque commande. Ok, donc à ce moment-là, je le paye. À ce moment-là, on le payait vraiment très fréquemment, c'est-à-dire tous les jours. Maintenant, avec lui, on a négocié des tarifs qui fait qu'on le paye toutes les semaines, mais clairement, c'est assez fréquent. Mais c'est souvent un BFR positif parce que on a les commandes qui tombent. Donc à moins qu'on soit pas rentable sur les campagnes, on a l'argent à l'avance, entre guillemets. D'accord. Ton investissement à ce moment-là, donc on est, fin décembre, début janvier, c'est le temps que tu as passé sur le site, ton achat et tes tests de produits, donc les faire venir, les tester, les valider, et l'achat média. Oui. Ok. Donc, vous testez pendant 3 jours, sur quel réseau? Uniquement Facebook Ads. Pourquoi pas... Oui, d'accord, Insta compris? Ouais, Facebook, Instagram. Ok. Très bien. Vous n'avez pas de base email? Il y a pas, c'est difficile. À la base, on n'avait pas de base email. Produit, ok. Mais là, vous avez pu en constituer une, parce que 150 000 €, je sais pas, on va dire 20 000 commandes.
Entre les paniers abandonnés, le trafic qu'on a capté, les mails qu'on a captés lors du trafic, on a eu pas mal d'emails et qu'on réutilise encore. D'accord. On va utiliser pour Noël, Black Friday. Noël, Black Friday, et puis la prochaine Saint-Valentin. Donc potentiellement, tu vas faire, je sais pas, t'as quoi comme objectif d'ailleurs? Vous allez refaire cette opération? On va refaire cette opération parce que on pense que c'est un produit qui peut encore marcher pour l'année prochaine. On l'a pas encore, il est pas encore saturé. Et on cherchera aussi d'autres produits. Ouais. Donc, au bout de 3 jours, tu as fait tes tests sur Insta, sur Facebook. Alors, on a testé rapidement parce que on était un peu hors délai quand même. Donc, on a testé rapidement. On a mis quand même pas mal de budget par rapport à habituellement. On voit qu'on est rentable et qu'on a... Tu dis pas mal de budget par rapport à d'habitude, c'est sur le test? C'est sur le test. Les 200 euros par jour? Ouais, normalement, on est plus dans les 100 euros par jour. Ok. Et là, on s'est dit qu'on était proche de la deadline et qu'il fallait aller vite pour avoir une conclusion sur le produit ou pour en trouver un autre d'ici là, parce qu'on voulait vraiment pas rater cet événement. Ok. Et on voit qu'on est rentable, qu'on a des retours sur investissement assez positifs. On était à, je me rappelle bien, 4,5 de ROAS, retour Est-ce que tu peux ce que c'est le return sur ad spend? ROAS, return on ad spend. Exact. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est à quelqu'un qui à ma grand-mère? Ta grand-mère, si tu as dépensé 1 euro, combien est-ce que tu as récupéré en chiffre d'affaires? Voilà. Combien est-ce que tu as récupéré en chiffre d'affaires si tu as dépensé 1 euro? Si tu as récupéré 4 euros dans ta poche, c'est que ton ROAS est de 4. Ok. CA, pas marge. Ouais. Et ensuite, vous investissez combien? Ensuite, en fait, on va scaler les publicités qui ont marché. Et en fait, tout simplement, ça va être de la duplication. Vas-y. Alors ensuite, on fait comment? On va arrêter les pubs qui marchent pas et optimiser celles qui marchent. C'est-à-dire qu'on va voir celles qui ont marché, sur quelle tranche d'âge elles ont marché, quel intérêt ou cible a le mieux marché. On va faire... il y a plein de stratégies et tout en augmentant les budgets sur celles qui ont marché. Tu peux nous donner une idée de la dépense d'achat média sur le mois de janvier? Sur le mois de janvier, on a dépensé un peu plus de 15 000 euros. 15 000 euros, donc t'es passé de 600 pour le test à 15 000. Ça fait x20. Qu'est-ce qui marche le mieux pour offrir des fleurs éternelles en forme d'ourson? Insta, Facebook? Franchement, c'était à peu près pareil. Kiff. Ok. Vous avez créé la page et vous achetez quoi? Vous achetez du trafic vers le site, vous achetez... alors, on peut plus acheter de like ou de fan, mais qu'est-ce que vous achetez? Sur la page? Ouais. On a acheté des followers et des likes par photo qui sont automatiques pour créer de la visibilité et surtout créer de la crédibilité pour la marque. Voilà, où les gens, ils arrivent sur une page qui voit zéro abonnés, ça fait un peu peur. Donc aussi, c'était vraiment pour les premières semaines pour pas effrayer les consommateurs. Tu construis de la légitimité. Voilà, on construit de la légitimité, on met pas mal de contenu. On a aussi un bot Instagram qui va permettre d'avoir un peu du trafic organique et un peu plus de crédibilité avec de plus en plus d'abonnés et d'engagement sur les posts. Ok. Et donc, tu augmentes les budgets, tu arrives à 15 000 sur le mois de janvier. Sur le total, tu sais combien vous avez dépensé? Sur le total, franchement, de mémoire, je me rappelle plus très bien. Okay. 15 000 d'ad spend pour... donc, ça te fait un ROAS de 10, en fait. Non, pardon, non. 150 000, c'était sur les 3 mois, pardon. Ouais. Ok. Et ensuite, on a dépensé en tout à peu près 35 000 euros. Vous avez dépensé 35 000 euros sur l'opération. Ouais. Après, on avait vraiment des super bons ROAS et... C'est pas linéaire ton acquise sur Facebook. C'est pas du tout linéaire et c'est vraiment dommage. Parfois on augmente du budget, c'est pas forcément le même nombre de ventes c'est pas forcément les ventes qui vont augmenter. Donc c'est clairement beaucoup d'optimisation, beaucoup de travail pour que ça soit linéaire. Et en fait, pour que ça soit linéaire, on a remarqué que c'est grâce au contenu, c'est de faire varier le contenu le plus possible. Parce le contenu dans les ads ou le contenu dans les ads, en fait, le contenu vraiment de design et le contenu aussi de copywriting. Donc si j'ai trouvé mon accroche, mon copyright, ma conception rédaction et mes images et que ça marche, il faut essayer de les décliner. Voilà, le décliner dans la même veine, que ça soit même les 3 premières secondes d'une vidéo. On a remarqué que en fait un phénomène qui s'appelle l'ad fatigue. Ouais. Donc en fait Facebook va comprendre qu'on a fait beaucoup tourner cette publicité et que les gens cliquent moins, ils interagissent moins.
Et comme Facebook, c'est vraiment basé que sur l'interaction, ils vont moins montrer ta publicité, alors que si tu fais tourner plein de visuels différents, que même avec un petit changement, et on a quasiment tout le temps, on a des meilleurs résultats, et on a remarqué que c'était vraiment via le contenu. Ce qui explique un peu pourquoi Insta a changé son algo sur la home, sur le feed il y a pas longtemps, et d'une part montre les photos ou les posts qui marchent le mieux, mais aussi surtout quand tu arrives sur des galeries, montre la deuxième ou la troisième ou la quatrième photo quand ils passent pour la deuxième ou troisième fois, je pense. Ouais, exact. En fait, ils vont aussi, il y a un paramètre sur Facebook Ads qui fait que tu peux montrer la photo la plus performante en premier. Donc en fait, c'est grâce à l'algorithme, il va déterminer quelle photo marche le mieux. Okay. Et après, tu la verras en premier. Et donc vous, sur les vidéos, vous faisiez des variations en faisant changer les quelques premières secondes, qui sont celles que tout le monde voit, puisque la vidéo démarre. On va faire vraiment des vidéos différentes, mais après, sur celles qui marchent, on va laisser que celle-là, et on va en créer 3-4 variations, que ça soit uniquement les premières secondes, ou c'est vraiment que les premières secondes qui vont changer. Mais pour Facebook, c'est une vidéo différente, et du coup, elle va performer tout aussi bien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme apprentissage sur cette opération Saint-Valentin? Sur cette opération. Donc sur l'acquisition, tu as dit 35 cas d'achat média en tout sur Facebook Ads. Il n'y a pas eu d'email, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez fait des RP un petit peu? On a fait du mailing, on a fait un peu d'influence. Donc vous avez offert des on avait fait un peu de stock quand même chez nous, et en fait on envoyait aux influenceurs pour pas que ça arrive de Chine. En fait, on envoyait aux influenceurs nous-mêmes les colis, et voilà, ça se passait bien. Sur l'influence, on avait aussi des bons résultats. Tu utilises des outils ou vous faisiez ça à la main? On faisait ça à la main. À la main. En allant chercher sur Insta. Ouais. Ok. Donc de l'influence, tu as dit un peu d'emailing, mais vous aviez à l'époque pas beaucoup d'adresses email. Voilà, on n'avait pas beaucoup d'adresses email, donc on a plus fait de l'automatisation avec des flows d'email. En fait, tout simplement, on avait un pop-up sur la page d'accueil, et voilà, c'est un peu une méthode de gros hacking, mais on avait un pop-up de livraison gratuite où en fait fallait mettre son email, mais s'il le mettait pas, il avait quand même la livraison gratuite. Mais en fait, on a eu pas mal d'emails comme ça. Combien? Franchement, bien 50 000 emails. 50 000 emails sur l'opération de gens qui ont laissé leur email et qui n'ont pas forcément commandé. En tout, parce que souvent, il y a aussi une part d'acheteurs. Oui, d'accord, ok. Ouais. Ok, je suis surpris par le chiffre. Et donc l'opération tourne quelques mois. C'est hyper intéressant. Et du coup, vous avez pu la reproduire, parce qu'il y a quoi comme fête? Il y a Saint-Valentin, Noël, la fête des mères, fête des pères. L'idée, c'est de décliner, de refaire. L'idée, c'est de décliner, aussi de faire d'autres fêtes. Par exemple, pour Noël, on compte faire d'autres produits. Et tout simplement aussi, on cherche des produits qui se vendent aussi toute l'année. Parce que c'est l'idée. C'est un peu plus, c'est un peu plus facile et pérenne. Donc le court terme, c'est sympa parce qu'il y a beaucoup de traction, et ça va vite parce que on voit que Facebook aussi pousse ce type d'ads parce qu'il y a vraiment un répondant derrière. Mais maintenant, on cherche plus à créer des marques un peu plus long terme avec plus de contenu que faire des opérations à court terme comme ça. Ok, alors du coup ça m'amène à une autre question. Tu viens de le dire, vous créez des marques, donc t'es pas, tu sors un peu du côté opportuniste, t'essaies de t'installer dans la durée, et créer une marque, ça veut dire quand même créer une histoire, créer une plateforme de marque. Est-ce que, je sais pas, même la déposer? Est-ce que vous faites ce genre de choses? On a 2 marques dans les 7 sites dont je t'ai parlé, qui sont un peu plus long terme, et où là on essaie de fidéliser le client, clairement, on fait plus de campagnes d'email, on va plus travailler le contenu, le logo, la charte graphique, qu'un site qu'on a mis en ligne 3 mois. Donc ça a vraiment une différence. Maintenant, on essaye plus de travailler dans la longévité. On remarque aussi que il y a de plus en plus de dropshippers, et que il y a de plus en plus de concurrence qui utilisent les mêmes produits. Et il y a des réseaux de dropshippers. Il y a des réseaux de dropshippers, il y a des Slack, des groupes, il y a des conversations, il y a des groupes Facebook, parce que autour de ça, il y a aussi pas mal de coaching, en fait, de gens qui vendent des coachings et qui réunissent une communauté. C'est comme ce que vous faites avec... Voilà, on est pas vraiment on n'est pas vraiment des coachs en dropshipping, mais on a on a une partie de coaching en e-commerce tout simplement. On va accompagner des marques à se développer,
que ce soit des marques ou même des indépendants, développer leur vente, leur image, leur site, et on va aussi gérer toutes leurs campagnes, que ce soit d'email, Facebook Ads et Google. Et du coup, avec alors on sort un peu du cadre de ce que je m'étais fixé comme dans l'interview, mais c'est intéressant. Du coup, tu as un modèle où tu payes en mode agence au jour homme, ou tu prends une participation, par exemple une commission sur les ventes? Non, alors pour l'instant, on travaille vraiment à taux jour. Ouais. Et donc on peut venir te voir en disant je veux vendre un produit en ligne. Voilà, exactement. En mode dropshipping. File-moi tes méthodes. On va tout faire pour, mais voilà, il y a clairement des gens qui viennent nous voir. J'aimerais me lancer en dropshipping. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux gérer mes campagnes Facebook? Est-ce que tu peux m'aider à développer ma marque, mon contenu? Donc déjà le dropshipping, on en fait un petit peu moins. On est un intermédiaire qui met en œuvre, disons, en mouvement plein d'acteurs. Là, le mec il vient te voir. Donc oui, commit, le côté agence. Le mec ne fait vraiment plus rien. Alors, c'est-à-dire qu'on va l'aider vraiment à se développer, c'est de l'accompagnement, c'est pas souvent, on va peut-être continuer à faire ses campagnes, mais on va quand même, il y a aussi un accompagnement pour lui apprendre à pouvoir être autonome. Tu lui apprends à pêcher, quoi. Ouais, voilà, c'est un accompagnement sur 3-4 mois, et pour qu'il puisse lancer des sites et lancer des e-commerce tout seul. Okay. Et après, il y a certaines marques qui ont juste délégué leur campagne Facebook ou Google, juste parce qu'ils n'ont pas le temps, ou qui sont pas experts dans ce domaine. Et voilà, c'est deux profils différents qu'on accompagne tous les jours. Ok, hyper intéressant. Je m'étais noté tout à l'heure 2 choses. La première, avant qu'on passe aux outils, et je pense que là tu as plein de choses à nous apprendre, les retours quand tu fais ton métier de dropshipper, et surtout sur des opérations un peu court terme, on va dire, comment tu les gères? Eh ben écoute, on a un espace à Paris qui récupère tous les retours, et on va rembourser ou renvoyer le produit. Si c'est par exemple un produit où il y a un espace, c'est quoi? T'as une adresse postale? J'ai une adresse postale en fait, ouais. Pour faire les retours, parce qu'on va clairement pas demander aux clients de renvoyer en Chine leur commande. Donc s'ils veulent faire un retour, ils peuvent directement nous la renvoyer avec une adresse française, et on les rembourse. No question ask, sans poser de questions. Non, franchement, on rembourse très facilement. C'est un truc qui m'a toujours fasciné chez Amazon et chez Prime aussi, parce que je fais parfois mes courses sur Prime, mes courses de bouffe, Et quand t'as un produit le mauvais produit qui arrive, ou un produit qui est défectueux, genre un œuf cassé, le remboursement est immédiat. Mais vraiment, il y a même pas de, tu dis juste mauvais produit arrivé ou produit défectueux, bim, t'es remboursé dans la demi-heure. Et du coup, ma conclusion, je me disais que c'était plus facile de faire ça que de mettre des gens pour gérer les retours, voir si les retours sont valides ou non. J'imagine gérer la logistique du retour. Vaut mieux faire un remboursement. Ce qu'on fait souvent aussi, c'est sur des produits pas très chers. En fait, le client peut garder le produit qu'il a reçu s'il y a une erreur, et on va lui renvoyer le bon produit sans question, sans retour. Ok. Alors, on essaye un peu de... Et ça, tu l'outsources? Oui. Donc t'as une boîte qui gère le SAV. C'est pas une boîte spécialisée, mais c'est un prestataire qui a plusieurs activités, comme une activité de production, de textile, et qui aussi expédie des commandes. On a un des sites qui est expédié depuis la France, et c'est du textile qu'on expédie depuis la France, et donc et là pour le coup c'est des produits qui sont produits ici, et du coup qui gère notre expédition, et en même temps on a un espace chez lui où on peut recevoir des colis, donc c'est vraiment super pratique, et ça nous permet de gérer tout ça ici très facilement. Ok. Et l'autre point que je m'étais noté tout à l'heure, alors on en parlait sur Wellboat, mais j'y pensais pour les autres exemples aussi. Est-ce que Amazon, comment tu vois Amazon dans ton univers? Est-ce que vous utilisez déjà Amazon? Pour l'instant, on fait pas d'Amazon FBA comme tu en parles. C'est quoi le FBA? Donc le FBA, ça permet en fait, il y a plusieurs façons de faire. Soit tu peux vendre directement sur Amazon dans le marketplace, ou sinon aussi tu peux envoyer tes produits dans les entrepôts Amazon, et c'est Amazon qui peut te les expédier en fait dans toute l'Europe ou le monde entier. Donc c'est assez pratique parce que voilà, c'est une livraison super rapide, mais ça a un coût, et pour l'instant on n'a pas les marges nécessaires pour le faire. C'est quoi le coût? C'est le coût de livraison en fait qui est super cher par rapport aux livraisons qu'on utilise aujourd'hui, mais ça a un gain, c'est que le client est livré dans les quelques jours, 3-4 jours. Oui, et puis il est dans son univers. Moi, je pense être représentatif, enfin, j'espère, mais je vais souvent voir sur Amazon le prix des produits avant d'acheter quelque part, quoi. Écoute, ça existe. Donc c'est pour ça qu'on essaie pas aujourd'hui. Par rapport à Amazon? Ouais, le FBA.
Non, on fait pas d'Amazon FBA et oui, c'est vrai qu'Amazon, clairement, les gens ont l'habitude de chercher sur Google et chercher sur Amazon les produits. C'est pour ça que en fait notre but, ça va être de capter vraiment la personne qui arrive sur notre site avec un peu d'urgence ou avec une promo qui est une bonne promo et pas qui recherche un peu partout sur les sites pour trouver la meilleure offre, même si on essaye de proposer la meilleure offre. Alors typiquement, je reprends cet exemple, mais les fleurs éternelles en ourson, est-ce on en trouve sur Amazon? Oui, tu peux en trouver. Tu t'as juste tapé ours rose et sur Google et je pense que tu trouveras pas mal de concurrents. Ok. Et le fait aussi que ça soit une période éphémère, c'est que les gens ils ont besoin de faire un cadeau maintenant et voilà, ils voient un site, Juste sur l'urgence, quoi. Voilà, c'est un peu un des critères du dropshipping. Faut avoir une bonne offre et un peu jouer sur l'urgence. Cool, très intéressant. J'aimerais bien passer aux outils que tu D'accord. utilises. Donc tu as parlé tout à l'heure de AdSpy, ADSSPY, j'imagine. Voilà, en fait, c'est un outil pour les dropshippers et pour les commerçants qui va sourcer toutes les publicités qui passent sur Facebook Ads et qui va en faire. En fait, tu vas pouvoir avec des mots clés, avec des mots clés, tu recherches les publicités par exemple qui ont été le plus vues dans les derniers jours, le plus partagées, voilà, plein d'autres critères pour c'est un outil, c'est un outil payant qui est à 150 € par mois. mais qui est légal et Qui est légal, qui est légal, il y a pas de souci avec ça. Et du coup, qui va me permettre de voir quels produits se vendent le mieux. On va dire en ce moment, par exemple en France, aux États-Unis, tu peux trier par n'importe quel pays. Alors j'ai dit ADSSPY, mais c'est ADSPY, donc AdSpy, un seul S. AdSpy, un seul S. Et voilà, c'est pour nous, c'est notre outil principal en fait, parce que on va pas attendre d'être ciblé. C'est-à-dire qu'à l'époque, on créait des Facebook, enfin des pages, des profils Facebook, où on allait liker des pages pour créer des personas. Oh là là, le truc à l'ancienne. Ouais, oui, d'accord. Tu crées ton persona en fait. Créer un persona pour être ciblé par des publicités et trouver les pubs. Julie de 16 ans qui va liker, je sais pas, magazine et voilà. chanteurs et machin, tout ce que like une fille de 16 ans pour voir ce qu'elle reçoit comme pub. Ouais. Oh, j'ai pris cet exemple. Mais... Non, mais c'est à peu près ça en fait. Okay. Et maintenant, avec cet outil, c'est vrai que ça nous a simplifié la tâche. Vous faisiez ça quand? On fait ça un peu quand on avait le temps et on avait nos profils Non, mais il y a combien de temps? Au tout début, l'année dernière, quand c'était. Ça prend un temps fou parce que tu dois créer tes profils, tu te connectes, tu vas surfer. Ouais. Après, on a souvent le même type de cible. La plupart du temps, on vise les femmes entre 20 et 55 ans. Pour nous, c'est la meilleure cible parce que elles achètent beaucoup sur Internet et un peu de façon impulsive. Ok. Donc AdSpy pour le sourcing, l'analyse des pubs, l'analyse la concurrence. des pubs, tu peux voir pas mal de stats, tu peux voir quel est l'âge qu'ils avaient ciblé, quel pays marche le mieux, la courbe d'apprentissage, la courbe de progression de leur pub. Donc voilà, ça permet pas mal de choses, de voir aussi depuis quand ils vendent. Donc si on voit un produit, il y a plusieurs types de produits. Il y a des produits vraiment qui se vendent depuis des années, on voit que c'est un produit qui est facile à vendre. Il y a aussi des produits qui viennent de commencer, mais on voit une traction importante, où là, il y aura pas beaucoup de concurrence. Du coup, il faut se lancer vite pour être parmi les premiers, parce que quand t'es parmi les premiers, c'est là où t'as la plus grosse part du gâteau. Et après, les gens vont découvrir le produit et copier à leur manière. Voilà, c'est ce qui fait, et c'est ce qui se fait dans le milieu, et ce qui est pas du tout, on va dire, on trouve pas trop de problème à ça tant que chacun crée son contenu et qu'il n'y a pas de copie conforme des descriptions et tout ça, parce que souvent la plupart des contenus qui sont proposés par les fournisseurs sont, on va dire, pas libres de droit, mais presque en fait. Ok, je comprends. T'as parlé tout à l'heure de Daxium. Oui, en fait c'est un plugin, une application Shopify qui va permettre le lien entre le fournisseur et la boutique Shopify pour transmettre les commandes. Et ça existe sur Presta, sur Magento, sur les autres? Je sais pas du tout, mais en tout cas sur Shopify elle y est. Mais je pense que sinon il y a d'autres manières. Tu disais que vous aviez un bot pour Insta? Oui, on a un bot qui s'appelle Jarvi. Ouais, ok. Outil classique pour aller liker des posts avec un hashtag JARVEE. JARVE. Ok. Vous passez beaucoup de temps à le tweaker, à faire vos scénarios? Non, pas beaucoup. Donc tu mets ça on met ça au début en place. Au début, quand tu as un nouveau produit, tu as créé la page Insta, la page Facebook. Et avec Jarvi, tu vas faire tes scénarios. Ok. Et aussi, tout du long de nos campagnes, en fait, on laisse des campagnes d'interaction. Parce qu'en fait, ça nous permet de... Parce que ça veut dire quoi, tout du long des campagnes? Tout début, quand on fait du testing, même franchement, pendant les premiers mois, on va laisser une campagne d'engagement.
parce que ça va nous permettre d'avoir plus de données, de pouvoir créer des lookalikes après. Et aussi, en fait, ça fait baisser le prix de nos campagnes. Parce que alors les lookalikes, on n'est pas sur un podcast de gros hacking. Okay. D'ailleurs, je vous conseille Grossmakers de Gabriel Gurevitch, mais les lookalikes, en gros, c'est des personas qu'on peut répliquer. Enfin, des campagnes qui se basent sur une audience existante pour aller trouver les gens qui leur ressemblent. Voilà, exactement. En fait, avec les personnes qui sont allées sur ton site, au bout d'un moment, tu peux dire à Facebook, voilà, moi je veux que tu me proposes mes publicités à des gens qui ressemblent aux gens qui sont venus sur mon site. Et ça marche plutôt bien, l'algorithme de Facebook est super pertinent. Et comme je te disais, on a tout le temps quelques campagnes d'engagement. Du coup, le CPC, le coût par clic est super faible. Et ce qui fait qu'on a des campagnes un peu moins chères. Voilà, c'est un petit tips. Parce que voilà, Facebook adore l'interaction. Et quand il voit qu'il y a des commentaires, il y a des likes, que l'audience réagit et pas juste il clique et il sort de Facebook, et ben il va plus montrer les contenus. Et du coup, le CPM va être moins cher. Ok, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises au quotidien et sur lesquels tu pourrais pas vivre? Sur lesquels je pourrais pas vivre. Vous êtes sur Google Analytics? Ouais, Google Analytics bien sûr. Google Analytics. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est surtout des applications Shopify. D'accord. Le choix de Shopify, tu l'avais expliqué tout à l'heure, mais c'est parce que c'est simple et rapide à mettre en place pour une petite boutique. Voilà, franchement, c'est super rapide. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Et vous êtes en Shopify normal, pas en plus? On n'est pas en plus. Ça, c'est la version vraiment entreprise, grosse entreprise. Il y a une version juste à 79, ce qui permet d'avoir un coût de commission plus faible. En fait, je crois que le premier abonnement, il est à 2% par commande, et là, on est passé à 1%. Ouais. Donc, avec des calculs, voilà, on y gagne. Et franchement, oui, Shopify, c'est clairement le CMS pour lancer un site rapidement. Si on n'a pas envie si on n'a pas trop de connaissances en code ou même en digital de base, tout le monde peut créer une boutique Shopify. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es gaufré sur cette activité? T'as cru avoir des produits qui allaient bien marcher, qui marchent pas, t'as augmenté ton achat média et en fait ça marchait pas. Est-ce qu'il y a un moment qui te vient en tête dont tu pourrais parler? Il y a clairement des produits qui nous ont surpris, qu'on n'arrivait pas à vendre. Alors qu'on voyait des tonnes de publicités qui cartonnaient. Donc les indicateurs, les signaux faibles, même forts d'ailleurs, étaient bons. Ouais, des signaux très très forts. Ouais. Et au final, on n'arrivait pas après à trouver la cible. Et peut-être il y a plein de possibilités. Parfois, juste la façon de faire allait pas avec cette cible-là, ou on n'avait pas trouvé la cible, ou peut-être que le produit était trop saturé. Donc voilà, c'est sûr que c'est vraiment, on peut pas tomber que sur des produits qui cartonnent. Et en tout cas, il y a aussi des produits qui ont marché plus ou moins, mais qu'on n'a pas réussi à scaler et qui restaient un peu qui stagnaient en fait, qu'on a arrêté au fur et à mesure parce qu'on trouvait pas trop de rentabilité. Donc je pense qu'il y a aussi il y a aussi le timing qui joue par rapport à la concurrence, par rapport à la saison de l'année. Aussi, clairement, il y a des mois qui marchent moins bien que d'autres, et aussi Facebook, il y a des mois où ça marche beaucoup moins bien que d'autres, et ça joue aussi. Parfois, il y a des produits qui auraient pu marcher. Je pense à d'autres périodes. Ok, intéressant. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, clairement, les résultats peuvent changer, peuvent doubler. Et tu as parfois du mal à comprendre pourquoi. Clairement. Okay. Vraiment, on se remet en question tous les jours, et c'est pour ça qu'on essaie de tester le plus de produits possible pour faire un équilibre en fait entre les produits. Donc, qu'on soit clair, juste pour terminer là-dessus, tu as deux activités. Chez WeCommit, tu aides les gens à se lancer sur le e-commerce, et tu as ton activité de dropshipper qui passe à peu près combien de temps? Enfin, quel est le ratio sur ces deux activités? Maintenant, c'est plus du 60-40. 60-40 sur 60% sur l'agence qu'on développe depuis mai. Et 40% sur le dropshipping. Donc 2 jours par semaine. En gros, quoi. En gros, ça. Ok. Mais après, c'est un peu en continu. Mais parce qu'en fait, il y a vraiment des tâches qui prennent un peu de temps, mais qu'après, qui vont continuer tout seuls, qui vont être automatisées. Voilà, le but, c'est vraiment on a essayé d'automatiser toutes les tâches. On travaille avec pas mal de prestataires. Voilà, on a délégué le SAV, on a délégué le contenu. On a délégué pas mal de choses. C'est une super transition pour la suite, parce que ce que je voulais dire, c'est que, alors déjà, un énorme merci à Adrien qui est plutôt dans la réserve que expansif. Donc merci d'avoir partagé toutes ces informations qui sont vraiment d'une grande valeur. Mais voilà, tu bosses seul dans ta boîte, mais avec une quinzaine de partenaires.
qui sont des prestataires, t'as cette liberté, c'est un peu c'est ce que tu étais en train de dire. Donc, t'as beaucoup d'interactions avec pas mal de gens, mais t'as une vision de l'entreprise, ou actuellement en tout cas de ton entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas passé le pas d'avoir des salariés. On est deux associés. Donc moi et Steve Elgui qui est un designer. On est associés et on travaille avec beaucoup de prestataires qui sont extérieurs mais qui connaissent le projet et qui sont au final presque internes à la boîte. Mais on n'a pas passé le pas à internaliser tous ces domaines-là parce que on n'a pas besoin tous les jours. Ils sont vraiment autonomes. Ce qu'on aime, c'est que c'est un peu des plug and play en fait. Ils connaissent leur métier et aussi ils veulent pas forcément être internes. Ils travaillent pour des quinzaines d'autres clients et toi, c'est quelque chose qui te convient? Moi, pour l'instant, c'est quelque chose qui me convient. Ça me permet d'être assez libre. C'est vrai sur mes horaires, sur mon emplacement, même si je suis assez je suis basé à Paris, mais pour l'instant c'est quelque chose qui me convient. Mais il n'y a rien qui t'y retient en vrai? Non. Et aucun employé, c'est quand même alors c'est formidable d'en avoir, mais ça te donne une certaine liberté aussi, quoi. Oui. Ok. C'est vrai qu'il n'y a pas tout ce côté management qu'on pourrait avoir si on avait 10 employés à gérer. Et ça te convient? Tu t'imagines changer un jour, ou c'est Je pense que on changera un jour. Pour l'instant, ça me convient. J'ai vraiment envie de garder cette liberté, mais je pense que si on veut grossir, faudra qu'on internalise certaines compétences comme tout ce qui est coordination, gestion de projet. On pourra pas tout faire, et je pense qu'on finira par internaliser ces compétences-là. S'il y avait 2 choses à faire pour faire 10 fois plus de chiffre d'affaires, ce serait quoi? C'est l'investissement média? T'as le droit de dire joker. Ça fait 1 heure qu'on se parle, je t'autorise à un joker. Non, je pensais grossir l'équipe tout simplement pour faire x10. Donc plus de produits. Plus de produits, c'est vrai que plus de gestion de projet, plus d'automatisme en fait. Il y a vraiment des process qu'on n'a pas encore automatisés. Et quand on aura automatisé quasiment tous les process, ce sera de plus en plus facile à gérer. Typiquement sur cet oursin en fleurs, je reprends cet exemple parce qu'on en a parlé, mais il y a une limite sur le marché en termes d'achat média, en termes d'audience. C'est-à-dire il y a un moment où tu peux dépenser 10 fois plus et en fait ça changera rien. Ah oui, clairement. Ok. Clairement. En fait, nous on va tout le temps garder des petits budgets sur chaque type de. On va multiplier les adsets. Donc c'est un peu budget. Ok. On n'aura jamais des forts budgets parce qu'on voit que quand on augmente nos budgets sur une cible en particulier, les ventes suivent pas. Ok. Donc voilà. Cool. Bon, Adrien, je te remercie énormément pour ton temps. Adrien Zerbib de WeCommit. On a appris plein de choses sur le dropshipping. Même moi, il y a plein de choses que je ne savais pas. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est vraiment un plaisir. Et merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection. Ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.